Bonjour, donc continuation aujourd'hui des séances sur le guidage de cette parle. On en était au chapitre 2, page 50. Et là, Seth est en train de parler de son environnement et des personnes qui l'accompagnent. Dans ce chapitre, il parle notamment des émotions, en disant que eux vivent plus pleinement les émotions que nous-mêmes, et d'ailleurs que nous avons du mal à vivre ces émotions, car nous n'avons pas encore appris à nous en servir, dit-il. C'est-à-dire qu'on rentre trop dans les émotions et on a peur des conséquences de nos émotions. Alors que de leur côté, voilà, ils arrivent à prendre ce recul par rapport aux émotions. Il indique qu'ils voyagent même dans les émotions. Et puis, juste avant qu'on se soit arrêté la dernière fois, eh bien, il parlait du fait qu'ils ne connaissaient pas la mort et que donc ils savaient que leur identité ne dépendait pas de leur forme. C'est plutôt donc l'inverse. Et qu'ils ont, comme ils sont tous des enseignants dans le même système que Seth, eh bien, ils cherchent toujours à adapter leur méthode aux conditions exactes de l'environnement dans lequel ils sont. Donc ça, c'est assez spécifique. Et on enchaîne donc avec la séance aujourd'hui. Le paragraphe suivant qui dit que la conscience ne dépend pas de la forme, je l'ai dit. Donc effectivement, voilà, ça il a déjà expliqué par ailleurs. Pourtant, la conscience cherche toujours à créer de la forme. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, la conscience elle-même ne dépend pas de la forme. Ça, c'est expliqué déjà à différents endroits. Elle n'a donc pas de dépendance stricte, et pourtant, la manière dont la conscience cherche à s'exprimer le mieux possible, c'est dans cette créativité et notamment dans la forme. La conscience, quelque part, accomplit son objectif de créativité en réalisant la plus grande diversité possible de création de formes. C'est-à-dire qu'une forme, ça peut être une idée. Une idée, c'est déjà pour moi une forme, avant d'être dans l'action concrète physique. C'est vraiment la mise en application de quelque chose, de vivre un événement, de vivre une personnalité dans tout ce qu'elle a de sa vie de manière complexe. Donc c'est vraiment, voilà, là il précise à cet endroit-là, la conscience cherche toujours à créer la forme, à aller vers cette diversité de formes. Et c'est donc voilà, un point particulier de la définition de la conscience. Et pour moi, effectivement, c'est un petit peu la réponse à la question qui revient de temps en temps, qui est qu'est-ce que c'est la vie? Pourquoi la vie? Qu'est-ce qu'on fait là? Eh bien, si on reprend un petit peu ce que Seth a dit depuis le début de son livre, c'est-à-dire que nous ne sommes pas ce que nous pensons être. Nous ne sommes pas là, je ne suis pas Laurent. Ça, ce n'est qu'une petite partie de moi-même. Moi, je suis quelque chose de beaucoup plus grand, que je ne perçois pas à l'heure actuelle, que je peux peut-être rentrer en communication grâce au sens interne, et que donc, là, effectivement, mon moi complet, mon moi entier, mon entité, telle que la nomme Seth, elle est pure conscience. Et elle est dans cette extension, cette recherche de créativité par la forme. Et de recherche de sensation par la forme. C'était un peu les deux mots-clés qu'il avait déjà donnés. Eh bien, le fait de s'incarner dans une personnalité particulière, à une époque particulière, avec un contexte particulier, avec un sexe particulier, avec une famille particulière, voilà, un niveau social, un pays d'origine, etc.
Tout ça, ça définit une personnalité parmi des centaines, des milliers. Là, on ne sait pas exactement. Mais en tout cas, chacune d'elles est une des expériences, une des créations, une des mises en forme de ce que l'expérience souhaite expérimenter. Donc la forme n'est pas uniquement physique. La forme, c'est tout ce que la conscience peut créer, émettre, mettre en place pour aller dans cette expérimentation. En tout cas, c'est comme ça que je comprends en tout cas ce passage. Seth revient à lui-même, en parlant donc de ce que eux sont en train de vivre. Nous n'existons dans aucun cadre temporel comparable à celui que vous connaissez. Les minutes, les heures, les années ont perdu pour nous à la fois leur sens et leur fascination. Cependant, nous sommes parfaitement au fait des situations temporelles présentes dans d'autres systèmes et nous les prenons en compte dans nos communications. Sinon, ce que nous disons ne serait pas compris. C'est-à-dire que le temps, tel que nous pouvons le vivre, n'est qu'un des paramètres que Seth et les entités qui sont avec lui doivent prendre en compte quand elles cherchent à communiquer, quand elles cherchent à enseigner. Pour se faire comprendre, elles doivent notamment prendre en compte le temps, l'espace, et puis les paramètres particuliers du monde dans lequel nous sommes. C'est ce que j'expliquais la dernière fois avec la notion de défi, les défis que Seth doit relever dans cette vie-là et qu'il trouvait d'ailleurs comme étant la vie la plus agréable qu'il ait jamais vécue. Alors c'est pas exactement ces mots. C'était la notion de plaisir, la vie la plus plaisante et la plus stimulante. Parce que justement, en même temps, il doit gérer quelque part des communications, des enseignements auprès d'élèves. En fait, voilà, c'est comme s'il était en train de faire en même temps un cours de français, de chinois, de maths, de physique, de chimie, voilà, dans plusieurs langues, à plusieurs personnes, dans plusieurs pays. Donc lui, il doit déjà émettre des informations différentes sur le contenu. S'il fait un cours de français, il fait pas un cours de maths. Donc il doit donner des informations particulières. Mais s'il va expliquer quelque chose à une personne qui a 5 ans, 15 ans, 35 ans, 60 ans, il va déjà pas les émettre de la même manière. S'il doit prendre en compte le fait que c'est un homme, une femme, qu'il parle chinois, qu'il parle anglais, hébreu, japonais, peu importe, espagnol, italien, il doit prendre en compte ce contexte-là. S'il explique des informations sur l'histoire, par exemple, il ne va pas dire bien sûr les mêmes informations à quelqu'un qui est en ce moment en train de vivre une existence à l'époque de Jésus-Christ, au Moyen-Âge, à la Renaissance, au siècle des Lumières, au 19e, ou en ce moment, et dans le futur. Voilà, s'il est en train peut-être, là, en ce moment, de faire un cours à quelqu'un qui est en 2050. Seth doit gérer tous ces flots de communication en même temps et d'émettre la bonne indication. Donc oui, cette notion de temps, elle est importante. S'il communique à quelqu'un en lui donnant des informations qui, pour cette personne-là, est dans son futur, la personne ne peut pas comprendre. Bon. Donc autrement dit, et ça il l'a expliqué plusieurs fois, justement, notamment dans les discussions qu'il avait avec Jen et Robert, ou dans les sessions, les cours de perception extrasensorielle, que quand il est en train de parler directement à Robert, des fois ils ont des échanges. Il est en train de parler à Robert, mais il est tout le temps obligé de se souvenir qu'il est en train de parler à Robert. Par exemple, là c'est le 9 février 1970.
avec le monde parallèle dans lequel Robert a décidé d'être artiste peintre. Il a rencontré Jen, ils sont ensemble, etc., etc. Donc, alors que lui, il a accès à beaucoup d'autres informations. Donc le temps tel que nous le vivons, Seth vient d'expliquer que ça n'existe pas. Hein. Le cadre temporel tel que nous l'avons n'est pas du tout le même pour eux. Et voilà, et juste donc voilà, pour confirmer qu'on est bien dans cette adaptation dont il parlait la dernière fois, de savoir s'adapter le mieux possible à l'élève. Et c'est le propre, à mon sens, d'un bon enseignant et toute la difficulté que c'est à la personne qui a un message à transmettre de se mettre à la portée de la personne qui reçoit le message, avec toute la bienveillance, l'écoute qu'il peut avoir et le respect de ce que la personne est capable d'écouter, de comprendre à ce moment-là de son existence. D'ailleurs, il conclut, il dit « Sinon, ce que nous disons ne serait même pas compris. Si je veux faire un discours de philosophie à un enfant de 5 ans, il est fort probable que je n'ai pas l'attention de l'enfant plus de 5 minutes. C'est bien donc de ça dont il s'agit. Le paragraphe suivant, il va préciser en disant « Il n'existe pas de séparation réelle entre les systèmes dont je parle. » Tout, en fait, n'est que des systèmes continus. Il précise « La seule barrière résulte des différences dans la capacité des personnalités à percevoir et à fonctionner. » Donc tous les systèmes sont présents, sont accessibles, il n'y a pas de coupure, il n'y a pas de séparation, c'est juste qu'ils émettent quelque part. Donc là, tout de suite, voilà, je bascule dans l'exemple d'une radio, c'est-à-dire que un poste de radio est capable de capter toutes les fréquences que l'on veut. Mais c'est le réglage, quand on tourne le bouton, qui va faire qu'on se focalise uniquement sur une fréquence. Alors que là, c'est vrai que ça peut paraître étonnant. Là, imaginez, à l'endroit où je suis, si j'allume une radio et que je change le réglage, je capte, alors peut-être pas une infinité de signaux, mais en tout cas beaucoup de signaux différents, alors que je ne les perçois pas. Seth ne dit rien d'autre que ça, en fait. Là, je suis dans ma réalité, avec mes organes à moi, mes oreilles, mon intuition, mes yeux, etc. Je ne perçois pas les signaux radio. C'est donc une information qui est pourtant présente, tangible. Personne n'ignore que on est capable d'échanger avec un téléphone portable. C'est maintenant complètement reconnu. Donc il y a des signaux Wi-Fi, il y a les antennes 4G, 3G, et puis 5G maintenant. Il y aura d'autres technologies qui vont venir petit à petit. On peut communiquer à courte distance avec le Bluetooth. Tout ça, c'est des signaux. Alors je crois que c'est que des ondes électromagnétiques, si je dis pas de bêtises, qui sont émises plus ou moins loin et qui sont reçues. Le signal GPS, c'est pareil, c'est émis par des satellites. Et donc le fait de recevoir tel ou tel signal satellite, on est capable par triangulation de savoir où est-ce qu'on se situe sur la planète Terre en permanence. Donc vous voyez qu'il y a des signaux qui sont émis et qui vont très loin. Mais ils existent, ils sont présents. Il faut juste le bon appareil pour capter ces signaux. Si je n'ai pas de GPS, je ne capte pas les signaux des satellites GPS. Si je n'ai pas de poste radio, je ne capterai pas les émissions radio, même si elles sont présentes tout le temps. Et Seth parle exactement de ça. Il n'y a pas de séparation réelle entre les systèmes, c'est ce qu'il vient de dire.
C'est-à-dire que tout est présent tout le temps. Et la phrase suivante, il dit que c'est en fait uniquement en fonction des capacités de réception. Alors, lui utilise le terme de, de percevoir, hein, la capacité des personnalités à percevoir et à fonctionner. Mais c'est juste la qualité du poste radio. Ou est-ce que j'ai un poste radio ou je capte Internet ou bien je capte le GPS. Ce sont des appareils différents, avec des fonctionnements différents. En fonction de l'appareil dont on est équipé, on va donc avoir accès à des informations différentes. Imaginez donc simplement que tout autour de nous, en dehors de ce que nos organes perçoivent, au-delà des ondes radio, GPS, Internet dont je viens de parler, et que tout le monde reconnaît pourtant, il y a d'autres informations tout aussi valides, même si on ne les perçoit pas. Elles sont valides, c'est vraiment ce sur quoi Seth insiste en permanence, et certaines ont même plus de réalité, parce qu'elles correspondent mieux à la réalité générale qui est en dehors de ce que nous percevons. Tout ça existe, et juste dans notre quotidien, puisque nous nous focalisons sur une partie uniquement de la réalité, nous pensons que le reste n'existe pas. Là, il y a vraiment quelque chose de fondamental, je pense, dans cet exemple-là, à essayer de mûrir intellectuellement. Et puis au-delà, hein, voilà, toujours les deux étapes dont parlait Seth au début, réfléchissez quand même sur certains concepts. Et puis après, imaginez à partir de là, qu'est-ce que ça veut dire quand on transpose. Là, c'est mes mots à moi. Hein. C'est-à-dire de transposer l'exemple que je viens de donner sur les ondes radio, GPS, Internet, etc., à d'autres formes de signaux. Pas que le son, mais les images, le goût, la perception tactile et d'autres sens. Les émotions, des choses comme ça qui passeraient, ce que Seth appelle les sens internes, qui va définir dans la fin du chapitre. Donc des sens beaucoup plus forts qui seraient échangés. La télépathie notamment, visiblement, ça ferait partie des informations qui sont échangées. Donc imaginez juste quelques instants que le monde que vous percevez autour de vous n'est qu'un pâle reflet de l'ensemble des informations qui circulent. Et que nous nous limitons volontairement à ne percevoir que ça. C'est vraiment ce que Seth martèle régulièrement dans son livre. Dans la phrase suivante, il indique que ainsi, vous existez au milieu de nombreux autres systèmes de réalité, mais vous ne les percevez pas. Voilà exactement la phrase qui correspond à l'exemple ou aux exemples que j'ai donnés avant. Vous existez au milieu de nombreux autres systèmes. C'est toute l'attention que Seth nous demande de porter à la réalité, à percevoir ou à chercher les bugs dans la matrice. Voilà, on est vraiment dans cette recherche-là. Et il rajoute même que, et même lorsqu'un événement provenant de ces systèmes fait irruption dans votre existence tridimensionnelle, vous êtes incapable de l'interpréter. Car le fait même de passer de l'un à l'autre le déforme. Ce que Seth vient d'expliquer, c'est que il y a des fois des sortes d'émanations, des projections, des échanges d'un système à l'autre, et que la forme que va prendre ces informations quand elles rentrent dans notre système, c'est qu'elles sont obligées de devenir en 3 dimensions. Elles sont obligées de respecter le cadre dans lequel elles entrent. C'est ce que font Seth et ses collègues quand ils rentrent dans d'autres systèmes. Hein, il l'avait expliqué, on s'adapte. On adapte nos manières de communiquer à l'univers dans lequel on rentre. Donc imaginons que il y ait
donc tout autour de nous, plein d'autres formes, mais que de temps en temps, il y a des petites émanations, des passages qui sont faits volontairement ou pas, la 7 ne précise pas, mais a priori ce serait peut-être même involontaire. Il y a des émanations d'un autre système non perceptible qui prendrait, peut-être très ponctuellement et très rapidement, une forme physique. Mais ce que nous percevons à ce moment-là ne correspond pas exactement à ce qui est émis de l'autre côté. Donc ça arrive déformé, retraduit. C'est comme si quelqu'un essayait de parler une langue étrangère qu'il ne comprenait pas exactement. Bon, peut-être que des fois, dans les phrases, il va sortir un peu des phrases au hasard, il y a peut-être un ou deux mots qui vont ressembler à quelque chose qu'on peut comprendre, mais globalement dans les phrases, on ne comprend pas. C'est inintelligible. Eh bien, ce serait ça. Donc, de temps en temps, des petites apparitions. Et là, ce serait donc peut-être différents éléments que nous, on va appeler des choses que la science n'explique pas, comme les ovnis, comme les fantômes, des apparitions comme ça de phénomènes ponctuels que des personnes qui semblent pourtant sains d'esprit, qui sont après observées par les psychologues, les psychologues disent non, cette personne, avec l'évaluation clinique que j'ai pu en faire, elle paraît saine d'esprit, eh bien, elle dit avoir vu une forme humanoïde qui a traversé un mur, un point dans le ciel qui s'est arrêté, a fait demi-tour, s'est déplacé très rapidement, s'est rapproché de lui, a fait une forme de cigare lumineux, enfin voilà, tous les informations qu'on a par exemple sur les ovnis par exemple. Eh bien, une des explications, en tout cas là, ce qu'on peut émettre, déduire d'après ce que Seth vient de dire, c'est que c'est simplement une forme qui est déformée. Enfin, l'image, l'information d'origine est déformée pour venir dans notre monde. Et oui, peut-être que ça devient flou, lumineux, une forme un peu bizarre qui va disparaître rapidement, parce que c'est quelque chose d'instable. C'est simplement une sorte de transfert. Là, ça dit faire irruption, un événement qui fait irruption. Donc on voit que c'est quelque chose de fugace, de très ponctuel. Donc ces formes instables peuvent être parfois captées par nous ou par des caméras, des appareils qui enregistrent, mais on ne les comprend pas. On est donc dans l'explication 7, qui explique son monde en essayant de dire, mais voilà, des fois, il y a des échanges, vous pouvez capter des fois. Il va revenir dans le paragraphe suivant sur cette notion de temporalité. Il va dire, je vous ai dit que nous ne faisons pas l'expérience de votre séquence temporelle. La notion du temps, c'est-à-dire, lui il dit, le temps tel que vous le percevez, en fait, c'est la notion de séquence temporelle, où nous ne percevons pas, en tout cas, la séquence de la même manière. Nous voyageons, dit-il, à travers des intensités différentes. Et il utilise le terme d'intensité qui est revenu déjà plusieurs fois. L'intensité, pour lui, visiblement dans le vocabulaire qu'il utilise, est plus importante qu'un objet lui-même, ou justement que une durée. Une durée, pour lui, dans le temps, ça n'a peu de signification. Alors qu'une intensité, une sorte de quantité d'attention, d'énergie, à un moment donné, c'est ça qui est le déclencheur d'une action, d'un événement. Ça a beaucoup plus d'intérêt pour lui, en tout cas, tel qu'il l'exprime. Il continue à parler autour de cette notion de temps en disant que notre travail, notre développement et notre expérience se situent entièrement dans ce que j'appelle le point instant. Donc là, c'est une définition qu'il va poser. Donc,
le point instant contient complètement son travail, son développement et toute son expérience. Alors, il va définir bien sûr un peu mieux en disant là, dans ce point instant, la plus petite pensée est menée à sa pleine réalisation. La plus infime possibilité est explorée. Les différentes probabilités sont minutieusement examinées. Les sentiments les plus légers comme les plus puissants sont considérés. Il essaie donc d'expliquer qu'il y a... Alors je vais peut-être faire un schéma justement pour essayer d'expliquer ça. Moi c'est comme ça en tout cas que je comprends son explication, c'est qu'il y aurait quand même... Je dessine une ligne de temps un peu classique. La ligne de temps. Simplement, ce serait sa ligne de temps selon son point de vue. Là, je mets quand même cette ligne de temps. Il a dit plusieurs fois que nous ne percevons pas le temps, mais à chaque fois, selon votre définition, selon la manière que vous le percevez, selon votre point de vue. Donc il y aurait quand même quelque chose qui s'apparenterait à du temps, tel que je le comprends, de son point de vue, ne serait-ce que parce que il y a visiblement une évolution. Dans ma conception, je n'arrive pas à enlever la notion de temps du fait qu'il y ait une évolution. Une évolution, pour moi, mais c'est voilà ma manière de comprendre le monde, peut-être parce que c'est limité avec notre compréhension à l'heure actuelle de la réalité physique, et que quand on n'est plus dans une réalité physique, ce que je vais dire n'a plus de sens. Mais en tout cas, pour moi, quand on a... comment dire? Je vais essayer de ne pas utiliser le mot temps, justement. C'est la difficulté de ma phrase. Quand on est dans un état A, et que on considère qu'on peut aller vers un état B, il est difficile d'imaginer qu'il n'y a pas de temps qui sépare ces deux états. Alors, c'est ce que Seth dit de notre expérience à nous. C'est pour ça que là, j'ai deux diagrammes à dessiner. En tout cas, Seth, on sait qu'il évolue. C'est-à-dire qu'il a par exemple vécu plusieurs existences, plusieurs morts, il l'a dit, pour arriver dans le système où il est à l'heure actuelle. Mais qui dit arriver dans un état ou arriver dans un système, dit qu'il y a une évolution. S'il y a une évolution, je ne sais pas comment l'exprimer autrement que d'y dire qu'il y a eu un laps de temps entre les deux. Et donc, qu'il y a une certaine forme en tout cas, il y a un espace-temps, ou un espace, en tout cas, dans lequel on peut avoir deux états. Et on passe de l'un à l'autre. Bon, voilà. Je ne sais pas comment l'exprimer mieux pour le moment, en tout cas. Peut-être que j'y reviendrai dans une autre session. L'idée que Seth est en train de dire, c'est qu'en tout cas, il y a sur cette ligne-là un point instant dans lequel tout ce qu'il vit est présent. Et voilà, c'est là où nous on est un petit peu perdu avec notre compréhension. Donc je dessine voilà ce point, le point instant. Et que dans ce point instant, il y aurait donc, bon, je dessine un peu un autre axe, qui serait l'expression de la créativité, on va dire. Bon, quelque chose où il y a en tout cas, oui, une expansion. Bon. Ou la création. Allez, création. Donc, il est possible de réaliser toutes les différentes formes de création dans ce point instant
Et Seth est en train d'expliquer que ce n'est pas lié au temps. En tout cas, qu'il n'y a pas de séquence temporelle. Donc, tout son travail, je relis simplement ce qu'il a dit avant, tout son travail, son développement et son expérience se situent dans ce point instant particulier. L'autre axe, hein, c'est donc juste pour expliquer, c'est cette évolution, le travail, le développement euh, et cette expérience qui prend place, donc qui serait une autre dimension. Et donc il dit que dedans, n'importe quelle petite pensée est pleinement réalisée, c'est-à-dire qu'on va aller jusqu'au bout de la développer complètement, dans tous ses possibles. Dès qu'il y a la plus infime possibilité, pareil, c'est explorer, détailler toutes les variantes, tout est analysé, et donc vécu quelque part. Toutes les différentes probabilités sont examinées une par une. Est-ce qu'on va faire ça, ou plutôt ça, ou plutôt ça? Hein, à chaque fois qu'il y a une prise de décision, on lui dit que tout est examiné, donc tout est développé, exploité, comme si c'était expérimenté. Mais peut-être que ce n'est pas vécu. C'est là où effectivement j'utilise le terme de vécu, c'est peut-être la différence dans ce que Seth essaie d'exprimer. Il utilise les mots de explorer, examiner, considérer. Donc on est dans l'ordre d'un champ lexical plutôt de l'intellectuel, hein, non pas dans la réalisation, mais donc c'est comme si on était dans on appelle ça voilà un bac à sable, c'est un terrain expérimentatoire, comment on dirait, un terrain où on peut expérimenter tout ce qu'on veut, mais par l'intellect. On n'est pas dans la réalisation d'un monde physique. Tiens, j'ai une idée. C'est comme si tout d'un coup le temps s'arrête et je prends le temps d'analyser complètement tout vers quoi peut me mener cette idée-là. Donc tout est analysé, exploré. Les sentiments également, hein, les plus légers jusqu'aux plus puissants, sont tous considérés. Donc là, on revoit ce que Seth disait de la conscience. Hein. La conscience est là pour explorer les sensations. Donc là, moi, je comprends notamment la notion de sentiment, puis voilà, les pensées, les possibilités. Donc ça, c'est le côté créativité. Bon, alors, 7, quelque part, bon, il y a un côté un petit peu rassurant. Dans la phrase suivante, il dit « Tout cela est difficile à expliquer clairement. Mais le point instant est le cadre dans lequel nous vivons notre expérience psychologique. » Là, nous sommes typiquement dans un des concepts dont je parlais, où Seth essaie de nous expliquer quelque chose, il essaie de faire des parallèles, il essaie de donner des exemples. J'essaie moi-même, avec ce que je comprends, d'essayer de poursuivre un peu ces parallèles. J'essaie de faire une sorte de schéma, mais tout en comprenant que le schéma, il est faux quelque part, puisque je dessine un axe de temps, alors que Seth nous dit que cette séquence de temps, si je dessine un axe, c'est qu'il y a une séquence. C'est que je reviens à ce que je connais. Pour nous, le temps, c'est donc, en tout cas, les événements se suivent les uns après les autres. Et Seth, à un moment donné dans son livre, dit, mais en fait, tous les événements sont en même temps. Mais vous ne pouvez pas comprendre tout ça. Vous ne pouvez pas les vivre dans ce monde en 3 dimensions, dans ce monde physique. Si tout est en même temps, c'est beaucoup trop confus pour vous. Et même le langage, hein, la succession de mots, c'est une façon de communiquer. En fait, par télépathie, vous avez déjà échangé l'information, mais vous rajoutez, c'est un symbole. Les mots sont des symboles pour rendre concret, palpable, dans ce monde physique, l'échange, la communication que vous avez. Et donc, vous créez une succession de lettres qui forment des mots, succession de mots qui forment des phrases, pour amener des idées et échanger des idées. Mais malgré tout, ça ne se passe pas réellement comme ça.
le temps tel que nous le vivons n'est qu'une invention, une facilité de fonctionner, une règle du jeu de ce monde physique, mais ce n'est pas la règle générale de la réalité. Et c'est juste ça qu'il faut garder en tête, ce décalage entre, à nouveau, ce que nous vivons, ce que nous percevons, ce que nous pouvons comprendre de la réalité, et en fait, qu'est-ce qui est propre à la réalité, qu'est-ce qui est propre aux lois que nous mettons dans notre réalité pour la comprendre. Sinon, c'est en dehors de nos perceptions physiques, de nos sens, nos organes des sens. C'est juste ça, en fait, la limite principale. Donc là, Seth dit que lui, dans le point instant, ce serait donc ce que j'ai représenté par ce point-là, dans ce point instant, il y a tout. Tout ce qui peut expérimenter est présent. Le cadre dans lequel nous vivons notre expérience psychologique. Donc là, j'ai dit tout à l'heure que le mot vécu, il ne l'avait pas mis. Si, il le dit dans cette phrase-là, mais il parle d'un vécu psychologique. Donc là aussi, il y a peut-être cette ambiguïté, et là, je ne suis pas sûr exactement, effectivement, du sens qu'il y a derrière. Est-ce que il est en train, au niveau de la conscience, de laisser libre cours aux différentes possibilités, comme quand nous rêvons. Quand nous rêvons, il peut tout se passer, mais même toutes les variantes d'un événement. Je pense aussi que ça a dû déjà vous arriver, mais en tout cas c'est le cas, de revivre, alors soit intellectuellement en y réfléchissant après coup, soit des fois dans les rêves, de revivre une scène, et justement de se dire, ah zut, à ce moment-là, j'ai pas su quoi dire, ou j'ai réagi de telle manière, mais j'aurais dû réagir comme ça, ou il m'a manqué, voilà, la petite phrase. Si j'avais dit ça à ce moment-là, ça aurait été génial. J'aurais fait rire tout le monde, ou alors ça aurait réglé la question. J'aurais enfin pu dire ce que je voulais, ou voilà, ça aurait été, c'était le coup de génie. Et le coup de génie, on le vit après coup parce que on réanalyse la scène. Non, voilà, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais c'est en tout cas cette impression de se dire que on continue à explorer une scène qu'on a déjà vécue avec un peu des variantes de ce qui aurait pu se passer. Donc c'est peut-être ce que ça t'appelle l'expérience psychologique. Et donc dans ce point instant, tel que Seth essaie de le définir, il dit que en lui, les actions simultanées, voilà, toutes les actions dont je viens de parler, simultanées, se suivent, entre guillemets, librement, par le biais de schémas associatifs. Voilà, donc les actions simultanées se suivent librement et elles sont raccordées, quelque part reliées par des schémas qui vont associer ces différentes actions. Alors il va donner un exemple, peut-être ce sera un peu plus parlant. Par exemple, Joseph. Je rappelle que Robert, le mari de Jen, il l'appelle Joseph. Imaginez que je pense à vous. Ce faisant, je perçois immédiatement et pleinement votre passé, votre présent et votre avenir. Entre guillemets, entre parenthèses, et c'est ça qui est important, il dit selon vos termes. Votre passé, votre présent et votre futur selon vos termes. Moi-même, je fais une petite parenthèse dans le commentaire. C'est ce qui me fait dire à moi qu'il existe quand même quelque chose qui ressemble au temps qui s'écoule pour Seth. La place de l'évolution que vit Seth, il y a quand même ce phénomène pour lui de temps. Peut-être que ça ne ressemble pas à notre propre temps. Peut-être que c'est pas exactement une séquence d'actions. Mais en tout cas, comme il y a évolution, il y a cette possibilité. Et c'est pour ça que lui précise, j'ai accès à votre passé, votre présent, votre futur, en vos termes.
hein. Ce qui serait donc notre séquence temporelle et pas lui, la manière dont il peut vivre son temps à lui. Voilà, c'est comme en fait s'il y avait deux notions de temps et que lui, s'il parle de son temps, ça risque de nous perdre. Donc à chaque fois, il va préciser le temps ou la séquence temporelle selon vous, vos termes, selon ce que vous comprenez. Donc, il dit, voilà, je pense à vous et tout de suite je perçois complètement toute votre histoire. Il continue. Ainsi que toutes les émotions et les motivations profondes qui vous gouvernent. En un clin d'œil, il arrive à voir le passé, le présent, le futur de Robert, qu'il appelle Joseph, et toutes les émotions euh, plutôt profondes, les motivations profondes, donc les grands courants. En gros, quel est son fonctionnement global dans cette personnalité-là, dans cette existence particulière qu'il a décidé de vivre. La phrase suivante, il précise « Je peux voyager avec vous à travers ces expériences si j'en fais le choix. » C'est-à-dire que ce sont des informations qui lui sont disponibles. Il n'est pas obligé de tout avoir. C'est pas parce qu'il regarde ou qu'il pense à Joseph qu'il a toutes les informations en même temps et que ça devient très confus. Mais c'est là encore, on est comme la notion de poste de radio. Il peut régler la fréquence qu'il souhaite pour percevoir l'information qu'il souhaite recevoir de la vie, de l'incarnation de Robert dans cette vie-là. Et donc il peut décider ou pas de percevoir voilà, telle émotion, telle partie de sa vie, tel souvenir, mais également le futur. Je peux voyager avec vous à travers ces expériences si j'en fais le choix. Et donc il généralise avec des personnes qui sont dans son système à lui. Nous pouvons ainsi suivre une conscience, donc dans la notion d'entité globale, à travers toutes ses formes. Donc l'entité globale et chacune de ses personnalités. Hein, donc c'est pas uniquement effectivement Robert dont il peut percevoir le passé, le présent, le futur, les émotions, le fonctionnement global. Ça c'est une partie de l'entité qui s'appelle Joseph. Donc c'est bien effectivement l'accès à toutes les différentes incarnations, les différentes personnalités de Joseph auxquelles il a accès. La conscience à travers toutes ses formes. Et cela, précise-t-il, selon vos critères, à nouveau, parce qu'il va parler du temps, en un clin d'œil. C'est pour ça que je considère que dans ce point instant particulier, en fait, la ligne verticale que je dessine, c'est simplement, comment dire, sa propre expérience. Peut-être, mais bon, là, ça devient compliqué de dire du coup que toute son expérience est dans ce point instant, puisque du coup, comment ça se développe, enfin la notion d'évolution, enfin voilà, c'est en dehors de ma compréhension, en tout cas, donc je ne trouve pas de mots pour exactement vous l'expliquer, mais en tout cas, dans cette représentation de ce que peut être le temps du coup pour lui, hein, cette ligne horizontale, c'est le temps de 7, lui, il va en tout cas avoir accès à toutes les informations de l'entité Joseph, par exemple, hein, d'une conscience complète. Donc c'est pour ça qu'on a quand même cette sensation que là, à un moment donné, lui ce qu'il dit, c'est qu'il perçoit l'intégralité des informations qui sont liées à une conscience donnée. Ça voudrait donc dire qu'effectivement, dans ce point instant précis, toutes ces informations sont complètes, y compris l'évolution. L'ambiguïté, c'est est-ce qu'il parle d'évolution d'une personnalité ou est-ce qu'il parle de l'évolution d'une entité, qui pour moi sont deux choses fondamentalement différentes.
et que voilà, et du coup, alors, il y a un lien, bien sûr, quand une personnalité évolue, ça fait évoluer l'entité globale. Mais la notion de temps n'est pas du tout la même au niveau de la personnalité, puisqu'elle est dans une réalité physique, et au niveau de l'entité, qui est donc dans, dans cet espace, cet univers non physique. Donc les deux notions seraient différentes, hein. C'est un peu pour ça que vous sentez que j'hésite un peu dans mes explications, parce que on arrive dans des concepts très abstraits, sur lesquels Seth insiste, essaie vraiment de revenir dessus. On sent qu'il essaie de nous expliquer quelque chose de fondamental pour lui, vraiment de très important. Je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que nous, dans ce que nous percevons, c'est-à-dire à l'échelle de notre personnalité uniquement, là je ne pense pas biaiser la pensée de Seth en disant qu'effectivement, tout, toute notre vie est déjà en gros écrite, notre passé, notre présent, notre futur. C'est-à-dire que nous avons autant accès à notre futur qu'à notre passé, même s'il n'existe que le temps présent, et que donc le passé et le futur peuvent être encore modifiés. Et c'est là toute la subtilité. C'est-à-dire qu'en fait, la règle du jeu que nous avons écrit dans cette réalité physique, pour la comprendre, c'est cette création de succession temporelle, d'éléments qui se succèdent, donc la séquence temporelle, où nous avons décidé que nous avons accès à notre passé, en imaginant qu'on ne peut plus le changer. Nous avons bien sûr accès à notre présent, et que notre futur n'est pas encore accessible. Alors que fondamentalement, les trois ne sont pas exactement au même niveau, le présent a beaucoup plus d'importance, et je pense que c'est aussi pour ça qu'il insiste sur le point instant. Il y reviendra aussi en parlant de notre réalité physique, car c'est dans le présent en fait que tout peut être modifié. Mais donc en tout cas, le passé et le futur ont le même poids, et c'est juste une convention de notre réalité de dire que le passé nous est accessible alors que le futur ne l'est pas. Seth expliquera plusieurs fois que si on ouvrait un petit peu nos champs de perception, nous aurions tout à fait accès à des informations qui viendraient aussi bien du futur que du passé. Et les intuitions seraient notamment des informations qui viendraient justement de notre futur pour nous aider à faire les bons choix par rapport à ce que nous allons vivre dans le présent qui arrive. Bon, toutes ces notions sont quand même assez complexes. On y reviendra petit à petit, hein, ça va se dérouler au fur et à mesure des différentes séances. Et même je relis sa phrase parce que ça résume quand même peut-être la raison pour laquelle je bataille depuis 20-30 minutes. Sa phrase, c'est quand même « Tout cela est difficile à expliquer clairement » par rapport au point instant, hein, qui va donc faire le lien entre, d'après ce que j'en comprends, notre séquence temporelle et la notion de temps selon Seth. Je vais avancer sur le paragraphe suivant, et puis peut-être petit à petit, avec comme je disais, ces répétitions dans les différentes séances, les notions vont se compléter. Seth explique au paragraphe suivant que, or, il faut qu'une entité ait étudié qu'elle est une véritable expérience, un développement avancé pour savoir maintenir sa stabilité face à des stimuli aussi constants. Je resitue juste le contexte. Là, il vient de dire à Joseph qu'ils avaient accès à toutes les informations d'une entité. Son passé, son présent, son futur, les émotions, les expériences, tout ce qu'il a vécu de fondamental sont accessibles. Donc il faut réussir à savoir gérer
ce flot d'informations permanent, puisque là, il dit que toute conscience, il a accès à toute conscience avec ces informations. Or, il y a de la conscience partout. Je rappelle, Seth avait expliqué que dès le moindre atome, molécule, donc cellule, donc organisme, donc etc., la conscience est partout. Il n'existe pas de matière morte, avait-il dit. Donc il faut avoir une certaine expérience et développement, d'où je reviens sur le fait que qui dit développement, pour le moment, je ne vois pas comment l'expliquer autrement qu'avec la notion du temps qui s'écoule, pour savoir gérer et rester soi-même stable, une conscience stable, alors que tout change autour de soi. Il poursuit la phrase en disant « Et nombre d'entre nous se sont perdus, allant jusqu'à oublier qui ils étaient, avant de se réveiller de nouveau eux-mêmes. » On comprend bien dans cette phrase, là, ça est en train de parler d'entités très évoluées, visiblement, en tout cas à un niveau plus évolué que nous. Il y a sans doute d'autres entités encore plus évoluées, de même qu'il y a sans doute des entités moins évoluées que nous, toute une gradation, que les entités plus évoluées que nous se sont perdues, ont, à un moment donné, n'ont pas su gérer ce flot d'informations, et ont peut-être, d'après ce que j'en comprends, là c'est une image, c'est comme si elles se sont noyées dans quelque chose qui ne leur appartenait pas, qui n'était pas eux. Je vais faire un parallèle, je ne sais pas si c'est exactement de ça dont il s'agit, mais par exemple le film Avatar, à un moment donné, le héros, qui va donc, on va dire, endormir son corps physique pour pouvoir porter sa conscience dans un autre corps, qui est donc un avatar, qu'il va pouvoir diriger comme s'il était lui-même ce grand personnage bleu, et bien à un moment donné, il va dire dans son journal de bord, alors je ne sais plus exactement les mots qu'il utilise, c'est vraiment d'après mes souvenirs, je crois qu'il dit qu'à un moment donné, il est perdu, c'est-à-dire qu'il ne sait plus qui est son vrai corps. Il ne sait plus quand est-ce qu'il dort, quand est-ce qu'il est réveillé, en gros. Et ça peut aussi peut-être nous arriver, des fois on se réveille, on ne sait plus, mais je suis en train de dormir, là, je me réveille dans un rêve, ou est-ce que je me réveille pour de vrai? Quand on a des rêves qui semblent extraordinairement vivants. C'est aussi la question qui est posée dans le film Inception, avec le héros qui va se perdre dans les limbes. Ce que le scénariste a appelé les limbes, qui est donc une partie, je crois, de l'inconscient, si je me souviens bien, dans lequel, si on se perd dans les limbes, il est difficile à un moment donné de se rappeler qui on est et qu'on est en train de dormir et que ce n'est pas notre vie. Quand le rêve devient si réel, quand la réalité virtuelle devient si réelle, et c'est peut-être ce qui peut arriver avec des casques de réalité virtuelle, et si on rajoute, j'en avais parlé aussi une fois précédente, une combinaison où on va sentir, le toucher, si on commence à rajouter des odeurs, si on commence à rajouter des goûts, on a déjà le son avec le casque et la vue, ça suffit déjà au cerveau pour mélanger ce qui est propre de la réalité. Mais on peut aller encore plus loin et du coup confondre. C'est aussi la question qui est posée dans Matrix. La question fondamentale, c'est qu'est-ce que nous sommes en train de vivre? Est-ce que ce que nous percevons est la réalité? Ou est-ce que ce n'est qu'une interface qu'on nous montre, qu'on nous propose? Alors est-ce que c'est nous-mêmes qui nous mettons cette interface? Est-ce que ça vient de quelqu'un d'autre? Là, ça dépend un peu des films, des histoires, de ce qu'on peut se imaginer. Mais de se dire qu'on peut donc se perdre. Et après, Seth va utiliser le terme on peut oublier qui on était jusqu'à se réveiller. Le terme de se réveiller, ça veut bien montrer qu'il y a un moment donné, on n'est plus connecté
à la réalité exacte de qui on est. Donc des entités qui sont plus évoluées que nous, eh bien il leur arrive également de se perdre, de ne plus savoir qui elles sont. C'est ce que Seth est en train d'expliquer à cet endroit-là. Et il va dire, et quand même dans la phrase suivante, il précise que maintenir cette stabilité, on était dans cette recherche de stabilité, alors que tout change, de savoir toujours qui l'on est, et bien maintenir cette stabilité nous est devenu pratiquement automatique. Et c'est peut-être justement cette expérience qu'on doit acquérir, ce que l'on doit réussir à mettre en place dans son existence, automatiquement, de rester toujours dans cette stabilité, de savoir qui je suis, moi, fondamentalement. Qui est mon entité? Quelle est la personnalité que je suis en train de jouer? Ce n'est qu'un rôle. Là, j'en parle à une autre échelle, mais c'est aussi ce que Seth nous propose, de prendre conscience que il y a erreur sur ce que nous percevons comme étant la réalité. Et lui, maintenant, globalement à leur niveau, il dit quand même que donc ils se sont perdus plusieurs fois, il y en a qui se sont perdus, mais qu'ils arrivent petit à petit à mettre quelque chose d'automatique qui va faire qu'ils restent dans cette stabilité de compréhension, de perception de qui ils sont, et qu'ils vont donc en permanence garder cette distance par rapport à l'expérience, séparer l'expérience de qui on est. Il dit donc là malgré tout, je dirais c'est presque un petit peu contradictoire peut-être avec ce qu'il a dit avant. Nombre d'entre nous se sont perdus, et là il dit que cette stabilité est devenue automatique. Donc je ne sais pas s'il parle exactement des mêmes entités ou si c'est justement un processus d'évolution. C'est un petit peu comme si c'était quand même le passage obligatoire. Ou peut-être, là d'ailleurs oui, il me vient en tête tout d'un coup l'idée peut-être que c'est l'enjeu de ce qu'ils doivent apprendre dans ce niveau d'existence où ils sont. C'est-à-dire de maintenir leur travail d'enseignant tout en apprenant automatiquement, pour reprendre le mot de Seth, à revenir dans cette prise de conscience de l'identité elle-même. C'est peut-être le challenge qu'ils ont à vivre. Voilà, bon, une hypothèse parmi d'autres, en tout cas sur les explications de Seth. Alors là, je vois que nous sommes bientôt arrivés. Ça fait bientôt 1 heure là que je suis sur cette séance. Donc je vais faire une petite pause et on se retrouve juste après pour la suite, du coup, pour terminer le paragraphe en tout cas.